Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 60, Je pose des règles. Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Continuez à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Aujourd'hui, nous voulons remercier Aziz pour son message. Un contenu vraiment authentique. Merci. Suivez nos astuces sur notre page Instagram ou notre page Facebook 2 minutes de bonheur, 2 en chiffres minutes avec un S. Profitez de nos jeux 2 minutes ou de notre abonnement pour les couples un temps pour deux sur notre site 2 minutes de bonheur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Ah, les règles. Et il y en a partout. La loi, le code de la route, la vie en entreprise. Mais j'ai bien compris que ça contribue aussi au savoir-vivre et à l'harmonie sociale. Pourtant, à la maison, avec les enfants, les règles, ça ne marche pas. J'ai du mal à me faire respecter. Quand je m'adresse à mes enfants pour leur demander de faire quelque chose, je n'obtiens pas toujours leur coopération et pire, ils font mine de ne pas m'avoir entendu. Je suis tannée. J'ai tenté la punition. T'auras pas de dessert si tu ranges pas ta chambre. J'ai essayé le chantage. Si tu fais ton travail, ma chérie, on fera un jeu après. Et la menace, ça marche encore moins. À 3, tu vas prendre ton bain. Et je compte. 1, 2, 2,5, 2 3/4. Bref, aucun effet. Et là, ça me chicote. Existe-t-il de bonnes et de mauvaises façons de poser des règles? Existe-t-il une recette toute faite pour que les enfants obéissent? Nous l'avions promis quand nous avons abordé le thème de l'autorité bienveillante dans le Bulle de Bonheur numéro 52. Voilà notre podcast sur les règles. Alors pourquoi parler des règles? En effet, les règles, elles nous servent d'abord pour vivre en société. Elles sont une des structures de la vie sociale et de l'organisation des relations. Et nous devons aider nos enfants à respecter ces règles et à apprendre à le faire. Mais des règles aussi, c'est pour s'autodiscipliner. Respecter des règles, c'est apprendre qu'il y a des limites pour soi comme pour les autres. C'est aussi apprendre à dire non. Un enfant à qui on ne dit jamais non aura du mal à dire non lui-même. C'est aussi apprendre à distinguer les besoins des désirs. L'enfant et l'adulte que nous sommes ne peut pas tout obtenir tout ce qu'il veut. Nous avons besoin de savoir attendre, parfois de persévérer. Et si les besoins sont à satisfaire, les désirs ne sont pas tous réalisables. Encore faut-il savoir les distinguer. Par exemple, besoin de dormir et le désir de se coucher tard, besoin de s'alimenter et envie de manger des bonbons, besoin de jouer, avoir le désir de passer 5 heures devant un écran. Les règles sont aussi là pour sécuriser. Sans règles, il n'y a pas de cadre. Nous l'avons évoqué, sans cadre, nous avons du mal, enfants comme adultes. On peut se sentir abandonné, on peut se sentir perdu, voire même angoissé. Et la règle, elle offre un cadre sécurisant, c'est-à-dire un cadre où on se sent à la fois libre et protégé. Alors, une bonne règle, qu'est-ce que c'est? Une bonne règle, c'est une règle qui est clairement posée, qui est comprise, qui est respectueuse de chacun, qui est positive et qui a une conséquence. Pour illustrer le rôle de la règle, j'aime bien faire référence au code de la route. Quand nous sortons dans la rue, nous avons la possibilité et la liberté d'aller tout droit, à gauche, à droite, de nous arrêter, de marcher ou de courir. Nous savons que les passages piétons, les feux tricolores ou encore les panneaux stop sont là pour nous protéger. Et nous pouvons aussi décider de traverser sans tenir compte des passages piétons, des feux tricolores ou des panneaux. Cependant, nous connaissons la règle et nous en connaissons aussi la conséquence. Enfreindre les règles du code de la route, on peut recevoir un PV ou un ticket et, au pire, on peut se faire écraser. Le code de la route, c'est comme un cadre qui assure notre sécurité. Ça nous protège. Et
aussi, c'est ce qui nous donne une liberté. Nous restons libres de notre direction et du choix de nos actions. Donc même si on est contraint par une règle, par certains côtés, on a, quoi qu'il arrive, une liberté à exercer à l'intérieur de cette règle. Aujourd'hui, nous allons faire un focus tout particulier sur les principes de l'éducation positive et regarder comment les règles se posent avec des enfants. Attention cependant, il n'existe pas de recette toute faite ou magique pour poser une règle. J'avoue que ça serait trop bien. On est désolé pour ça. La règle qui va immédiatement être appliquée et respectée sans contestation ni transgression, ça n'existe pas. Ce que nous pouvons vous proposer en revanche, c'est de découvrir des outils concrets qui vont pouvoir vous permettre de comprendre pourquoi une règle ne fonctionne pas et comment une règle doit respecter l'enfant. Et le plus important à retenir, c'est que la règle ne sert pas à discipliner ou à contraindre l'enfant, mais à le soutenir et à le guider. Certains parents craignent qu'en posant des règles, leurs enfants les aiment moins, comme si chaque limite venait dire à l'enfant « je ne t'aime pas ». Rappelez-vous, désaccord ne veut pas dire désamour. C'est une erreur de penser que limite et amour sont inconciliables. Ça me fait penser à une petite jeune fille que j'ai reçue il y a quelques mois avec ses parents, et les parents étaient exaspérés parce que leur adolescente laissait toujours la salle de bain dans un état épouvantable. Il y avait toujours ses habits, la serviette, tout en tapon, rien n'était rangé, et les parents étaient exaspérés par rapport à ça. Et du coup, quand je leur ai posé la question, mais qu'est-ce qui vous empêche de demander à votre fille, qui est là à côté de vous, de ranger la salle de bain? Et ils m'ont répondu, en fait, si jamais on lui demande tout ça, on a peur qu'elle ne nous aime plus. Il est certain que poser une règle, notamment avec un adolescent, ne va pas être synonyme qu'il va se mettre et qu'il va le faire avec le sourire, mais en rien ça ne remettra en doute l'amour que vous lui portez et celui qui vous porte. J'aime bien la phrase de la psychanalyste Claude Almos qui dit « Un enfant ne se trompe jamais. Inconsciemment, il fait la différence entre la limite qui est posée de façon juste et celle qui est imposée par l'adulte pour son bon plaisir. » Je pense que des parents qui demandent à leur enfant de poser ou posent la règle de ranger la salle de bain après le passage est une règle juste et une limite juste et non un bon plaisir pour soi. Donc l'enfant le comprend certainement très bien. D'ailleurs, bon nombre de spécialistes de l'autorité disent que dire non et poser des règles est un acte d'amour. Par contre, quand vous êtes avec votre enfant, évitez la phrase « je te dis non parce que je t'aime ». L'enfant, dans sa frustration d'essuyer un refus, n'aura pas la raison suffisante et l'accessibilité pour le comprendre. Pour lui, ça sera impossible de faire ce lien logique entre ces deux prépositions et la situation risque même de s'aggraver car il se sentira encore moins compris. Comme vous le voyez, dire non à un enfant est indispensable pour sa construction. Sinon, comment apprendra-t-il à accepter le non des autres, à accepter les règles de la vie en société, à accepter ses propres limites? Nous avons certaines mauvaises habitudes à propos des règles et des habitudes qui sont souvent assez tenaces. Commençons par la répétition. Saviez-vous qu'en moyenne, un adulte répète chacune de ses demandes entre 3 et 7 fois? Or, il apparaît que l'enfant connaît en général très bien ce nombre de fois. Pourquoi écouterait-il la première fois puisqu'il sait que la demande va lui être répétée? En répétant plusieurs fois, on apprend donc à l'enfant à ne pas écouter la première fois. Les études ont aussi montré que pour les enfants qui cherchent l'attention, la répétition tient le de récompense. Répéter lui permet de ne pas écouter et d'avoir plus longtemps l'attention de son parent. Des liens ont également pu être établis entre l'enfant à qui on répète plusieurs fois une demande et l'enfant qui n'écoute pas les consignes en classe. Une suggestion, par exemple. Pour des jouets qui ne sont pas rangés, au lieu de répéter 4 fois la même consigne « Est-ce que tu pourrais ranger tes jouets ?», vous pourriez simplement dire « À partir de maintenant », et puis bien prévenir que vous direz les choses qu'une seule fois. Donc je vais te le dire une seule fois. Quand je verrai que tes jouets ne sont pas rangés alors que je te demandais de le faire, je vais ranger les jouets à ta place, ceux qui sont dérangés, mais je vais les prendre avec moi,
je vais les mettre dans un placard pendant 3 jours et ensuite tu les récupéreras. Votre enfant certainement va vous tester. Il va regarder si vous le faites. Vraiment, je vous en conjure, essayez, testez. Et faites-le surtout si vous le dites. Vous le ferez une fois, de ranger ces jouets qui sont dérangés dans le placard, et puis qui ne seront pas à sa disposition pendant quelques jours. Peut-être testera-t-il une deuxième fois. Et puis ensuite, sans doute, il rangera ses jouets à la première fois où vous le direz. Ça me fait penser à une fille en fin de primaire qui passionnée d'équitation, qui rentrait de l'école toujours avec des choses qui manquaient pour faire son travail. Et du coup, ses parents lui ont dit, écoute, on va arrêter de te le dire tous les jours. Maintenant, à chaque fois que tu ne reviendras pas avec l'intégralité de ton travail, et ben pendant les vacances où tu as l'habitude de monter à poney, et ben il y a un jour de moins où tu monteras pas au poney si tu n'as pas ton travail. Et du coup, le lendemain, les parents se sont dit, super, ça va marcher, comme elle adore l'équitation. Et ben pas du tout, elle n'a pas ramené toutes ses affaires. Et puis, il s'est passé 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et à partir du 4e jour, en fait, elle a ramené tout son travail. Et depuis ce jour-là, elle a toujours tout ramené. Une autre habitude difficile en termes de règles, ce sont la menace et le chantage. C'est une attitude courante, parce que quand répété, ça ne marche pas, on y va avec la menace ou le chantage. Si tu ne fais pas ça, tu seras privé d'eux. Si tu ne te calmes pas, je vais appeler ton père. Le risque, c'est d'une part de ne pas mettre les menaces à exécution, de les appliquer et d'ensuite de culpabiliser, ou encore de tomber dans une escalade dont on ne sait plus s'en sortir. On monte dans les degrés d'intensité, de la privation d'une sortie en fin de semaine, on passe à 1 mois, on prive le portable une soirée, puis finalement ça devient 1 mois, voire même, pourquoi pas, 1 année. Et alors, on risque de professer des choses irréalisables et qu'on ne sera même pas capable de tenir dans le temps. La menace nous conduit souvent dans un cercle vicieux. Quand elle ne marche pas, on se sent impuissant. Cette impuissance peut provoquer de la colère et de l'agressivité. Je crie, je perds contrôle, j'utilise la force, je fais mal par mes actes, par mes mots, ou alors je cède. La menace peut aussi conduire l'enfant à se soumettre par la crainte et la peur. Quel exemple enseigne-t-on alors? Nous prenons le risque de transmettre à l'enfant le message suivant. Quand tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux, utilise le chantage, la pression ou encore la force. Quoi de plus logique alors que l'enfant crie pour être entendu, tape pour avoir ce qu'il veut, menace pour obtenir quelque chose? Comme par exemple, « Maman, si tu ne me donnes pas 2 gâteaux, je t'empêche de téléphoner tranquillement. » Allez, je change de regard. Et si je regardais comment poser des règles? J'ai envie de vous partager aujourd'hui un outil que j'ai découvert dans le livre de Brigitte Racine, La discipline, un jeu d'enfant. Cet outil, ce sont les 5 C. C'est une sorte de grille d'évaluation qui va vous permettre d'analyser les raisons pour lesquelles votre règle n'est pas respectée. Ces 5 C sont une bonne astuce pour éviter d'accuser trop vite celui qui ne respecte pas la règle. Alors, les 5 questions à se poser, c'est, premièrement, est-ce que la règle est claire? Est-ce qu'elle est connue? Est-elle cohérente? Est-elle constante? Et pour terminer, est-ce que la règle a une conséquence? Explorons-les une par une. Premièrement, est-ce que la règle est claire? La règle claire est une règle précise, concise et affirmative. C'est donc une règle qui décrit en quelques mots ce qui peut être fait et non ce qui ne peut pas être fait comme nous le faisons généralement. Il s'agit d'éviter la forme négative et tous les mots qui peuvent porter à interprétation. Au lieu de dire « ne fais pas trop d'écran trop longtemps », soyez certain que votre enfant et vous n'avez peut-être pas la même notion du temps. Dites plutôt « tu peux faire 1 heure d'écran ». Même schéma pour les adverbes « pas trop tard »,« un peu » ou encore toutes ces formules comme « sois sage »,« sois raisonnable »,« tiens-toi bien », qui sont souvent vagues et abstraites pour l'enfant. Énoncez plutôt le comportement attendu. À table, j'aimerais que tu restes assis jusqu'à la fin du repas. À l'école, je souhaiterais que tu écoutes les consignes et que tu t'amuses uniquement pendant la récréation. Est-ce que la règle est connue? Il est utile de s'assurer que la règle est connue d'avance.
Si certaines règles nous paraissent évidentes ou implicites, elles ne le sont pas forcément pour l'enfant. Alors en poussant un petit peu le bouchon, un peu loin, je donnerai comme exemple l'enfant qui peut dessiner sur les murs de sa classe, car il y a un endroit prévu à cet effet, peut aussi imaginer qu'il peut aussi dessiner sur les murs de sa chambre. Toutes les règles, bien sûr, n'ont pas besoin d'être énoncées, mais par contre, toutes les règles nouvelles, celles qui sont différentes d'un lieu de vie habituel, ou encore celles pour lesquelles nous savons qu'il y a risque de non-respect, sont souvent à rappeler. Comme pourrait-on dire à un enfant, tu te souviens quand tu viens faire les courses avec moi, tu marches à côté de moi en tenant le caddie et tu me demandes quand tu veux porter ou toucher quelque chose. Il est possible aussi de parler de la conséquence, on en parlera aussi tout à l'heure. En cas de non-respect de cette règle, je t'assois dans le caddie. Comme vous le comprenez, réprimander un enfant sur une règle qu'il ne connaît pas est toujours compliqué. Est-ce que la règle est cohérente ? La cohérence s'applique d'abord par rapport à l'objectif poursuivi. Par exemple, si vous avez posé la règle que l'enfant peut jouer à la tablette le mercredi et les fins de semaine entre 10h et midi, la tablette et le créneau horaire doivent être disponibles à ce moment-là et qu'aucune autre règle ne doit venir interférer. Par exemple, un autre enfant qui veut faire ses devoirs sur la tablette à ce moment-là, ou vous qui en avez besoin pour une raison ou pour une autre. Si vous vous êtes engagé sur ce créneau horaire et que vous l'offrez à l'enfant, c'est important que l'outil soit disponible pour lui. La règle doit aussi être cohérente par rapport au comportement des autres membres de la famille, et notamment des parents qui sont ceux qui donnent l'exemple. Pas toujours facile quand on parle de matériel informatique. Ce principe de cohérence s'applique évidemment uniquement pour les règles générales de la vie de famille. Vous n'allez quand même pas vous coucher à la même heure que votre enfant. Ainsi, les règles de rangement, ranger sa chambre par exemple, de comportement, pas de gros mots, d'utilisation des écrans, aucun portable à table, sont valables pour tout le monde. Imaginez si vous avez une chambre qui ne ressemble à rien et d'exiger que votre enfant range sa chambre, il va avoir du mal à comprendre. Comme si vous interdisez le fait qu'il ait son téléphone portable à table et que vous-même, vous l'utilisez à tout bout de champ. Est-ce que la règle est constante ? La cohérence et la constance sont souvent rapportées comme les 2 C les plus difficiles à tenir. La constance renvoie au maintien de la règle dans le temps. Nous le savons, une règle nécessite du temps pour se mettre en place et pourra entraîner de la part de notre enfant une période de test et de résistance. On l'a vu tout à l'heure avec l'histoire de cette fillette en primaire. Il faut donc tenir bon et s'armer de patience et de bienveillance. Cependant, la constance n'est pas forcément synonyme de rigidité. Une règle peut évoluer dans le temps. Si vous avez l'habitude de coucher vos enfants à 19h30 quand ils ont 5 ans, quand ils en ont 15, il est évident que la règle a besoin d'évoluer. Et autoriser l'exception. Cette exception doit être exceptionnel, comme le dit le mot. C'est comme un joker. Et c'est intéressant que ça soit fixé à l'avance. Oui, écoute, tu as le droit d'un joker quand, par exemple, tu es malade, tu peux exceptionnellement faire 1 heure de tablette en semaine. Mais sache une chose, c'est que dès que tu seras guéri, la règle normale s'appliquera de nouveau. Est-ce que la règle a une conséquence ? Les conséquences éducatives permettent de remplacer la privation, la menace, le pouvoir et la violence par la responsabilisation et l'acceptation des conséquences. En éducation bienveillante, elles prennent le pas sur la punition. Ces conséquences, c'est important qu'elles soient naturelles et logiques, et même prévues. Rappelons qu'avant 4 ans, aucun lien n'est fait entre la cause et la conséquence, et qu'avant 8 ans, la conséquence ne va pas forcément de soi pour les enfants. Elle n'est pas légitime automatiquement, d'où l'importance de ne pas être dans l'implicite et d'accompagner la mise en place de la conséquence. 3 petites règles, c'est le cas de le dire, que je trouve intéressantes pour la conséquence. La conséquence doit être adaptée à l'âge de l'enfant. Pour le tout petit, la conséquence doit s'appliquer au moment où l'interdit est transgressé, car le petit n'a pas la capacité de se repérer dans le temps et ne pourra pas faire le lien entre la transgression et la conséquence si celle-ci arrive dans le futur, et surtout un futur trop lointain. À l'inverse, pour l'adolescent, la conséquence pourrait être co-construite avec lui et appliquée a posteriori. 2e petite règle. La conséquence doit être proportionnée. Si par exemple, on dit « la prochaine fois, j'irai faire les courses toute seule » et non, tu ne viendras plus jamais faire les courses avec moi.
Troisième petite règle, la conséquence, c'est important qu'elle ait un lien avec la règle ou la situation. Si par exemple, si l'enfant dépasse le temps d'écran, il aura autant de temps en moins la prochaine fois. Si l'enfant fait mal à un autre, il accomplira un geste qui fera du bien. Si l'enfant casse, il réparera, etc. La conséquence qui n'a pas de rapport avec la règle, comme « tu n'as pas rangé ta chambre, donc tu n'iras pas jouer chez ton ami tout à l'heure », génère incompréhension, incohérence et injustice. Et tous ces sentiments sont à l'origine de la colère et des stratégies de dissimulation ou autres comportements qui sont pas forcément agréables. Et surtout, pensez aux paroles valorisantes en cas de respect de la règle. Bravo, t'as réussi, c'est génial, t'as fait ça. C'est tellement important d'arroser les bonnes graines plutôt que les mauvaises herbes. Et hop, je me lance. Si je résume, 1. Notre rôle d'éducateur est de préparer nos enfants à la vraie vie, qui est faite de plaisir et de peine, de gains et de pertes, de mort et de naissance. 2. Notre rôle est donc de les aider à être autonomes, c'est-à-dire se passer de nous, de les protéger sans les surprotéger et de les encadrer sans les dominer. 3. Les règles vont nous permettre de construire le cadre propice au bon développement de l'enfant. Et 4. Une règle doit répondre aux 5 C, c'est-à-dire qu'elle doit être claire, connue d'avance, cohérente, constante et avec une conséquence. Un 6e C pourrait être ajouté pour les plus grands, celui de la co-construction. À vous de jouer, chers auditeurs, 2 minutes pour trouver une règle qui est souvent malmenée chez vous. Passez-la au tamis des 5 C et vérifiez qu'elle est bien adaptée. Vous gagnerez du temps, de l'énergie et éviterez peut-être d'accuser à tort votre enfant et de vous décourager. Et pour terminer, notre petite mousse de la semaine est de Faber et Maslich. L'important, c'est que l'enfant continue de se voir comme faisant partie de la solution plutôt que du problème. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.